Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Chaque semaine, j'échange avec beaucoup d'entre vous qui rêvent de lancer leur boîte ou leur side project. C'est vrai et je peux en témoigner que ça fait rêver de quitter son job qui ne nous ressemble plus, de lancer le projet de nos rêves et d'être son propre patron. Ce ne sont pas les idées de business qui leur manquent, mais c'est l'angoisse des démarches administratives qui les empêchent de passer le cap. Je le répète souvent, mais il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Sauf que l'accompagnement, souvent, c'est coûteux quand on démarre. C'est pourquoi je vous recommande vivement de faire appel à Shine, qui s'écrit S-H-I-N-E, un compte professionnel qui vous épaulera du lancement de votre micro-entreprise au suivi de votre activité à moindre coût et surtout 100% en ligne. En 72 heures et en 3 clics, vous lancez votre micro-entreprise grâce au programme Shine Start Micro. Fini les erreurs administratives puisque de la création de votre micro-entreprise jusqu'à l'obtention du SIRET et du CABIS, Shine s'occupe à votre place de toutes les démarches. Vous avez ensuite accès à un compte bancaire pro dédié, une Mastercard et un outil complet de facturation pour débuter votre activité sereinement. Vous n'avez pas à rester seul. Les conseillers de Shine répondent à toutes vos questions administratives dans la journée si vous avez la moindre inquiétude. J'aurais adoré connaître Shine lorsque je me suis lancée parce que c'est vrai que lorsqu'on a notre idée en tête, on n'a qu'une envie, la lancer et surtout ne pas perdre de temps avec l'admin. Alors, puisque nous savons que l'aspect financier est également un frein à la reconversion, je suis heureuse de vous dire que Shine vous propose à l'occasion de ce partenariat une offre spéciale pour le pack Shine Start Micro avec 6 mois de compte pro à seulement 49 € tout inclus grâce au code promo Reconversion10. Alors n'hésitez plus et rendez-vous dès maintenant sur le site shine.fr, S-H-I-N-E, ou sur l'application pour concrétiser votre projet. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Manuela Leduc. Après avoir exercé comme notaire pendant 20 ans, Manuela a tout plaqué pour élever des poules avec son élevage au Montmartre près de Tours. Vous la reconnaîtrez peut-être car elle est l'une des agricultrices de la saison 2024 de L'amour est dans le pré. Pour l'anecdote, c'est une amie notaire qui l'a inscrite à l'émission. Quand j'ai découvert son portrait, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'elle nous raconte sa reconversion ici. Après le bac, Manuela se dirige vers des études de droit par hasard car elle a raté le concours d'entrée à l'école de journalisme. Elle rencontre rapidement un notaire qui devient son mentor et qui lui transmet sa passion pour le notariat. Manuela aime accompagner les gens dans les moments importants de leur vie, mariage, achat d'une maison, héritage. Mais au fond d'elle, Manuela est une fille de la campagne qui adore depuis toute petite aller nourrir les poules chez ses grands-parents. Manuela adopte sa première poule alors qu'elle est encore notaire et devient éleveuse amatrice jusqu'au jour où elle plaque tout. Aujourd'hui, depuis 2020, Manuela élève des poules d'ornement et de races rares avec son élevage au Montmartre. Elle installe aussi des poulaillers d'entreprise dans le cadre d'une démarche RSE, dans les écoles avec des projets pédagogiques et dans les résidences seniors. Manuela est aussi conférencière sur les thèmes de l'entreprise, la RSE, la reconversion, la biodiversité. Alors avec Manuela, on a évoqué sa carrière de notaire jusqu'au jour où elle n'avait plus rien à prouver, sa passion pour les poules et les chevaux, comment elle vit de son métier d'éleveuse de poules, sa déception face au jugement de son entourage à sa reconversion, son livre et comment le fonctionnement d'un poulailler est en fait très semblable à la société avec des coqs et des poules dominées. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Manuela. Bonjour Manuela, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, moi aussi je suis ravie d'être avec vous. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors Manuela, j'ai 50 ans, je vais avoir 51 ans et j'élève des poules d'ornement de race ancienne en Touraine après avoir passé plus de 20 ans dans le notariat. Alors, je suis vraiment super contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on n'a jamais eu encore de reconversion dans tout ce qui est agriculture, élevage. Donc, c'est tout nouveau. Et en plus, tu pars d'un métier hyper conventionnel. Donc, c'est vraiment le gros saut dans le vide. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi de faire notaire, un peu tes études de droit, comment ça t'est venu ?
Alors en fait, je suis un peu tombée dans le notariat par hasard. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais être journaliste. J'avais la chance qu'à Tours, on avait une école de journalisme. Donc à 18 ans, sortie de bac, j'ai passé les oraux de recrutement, mais manque de maturité, j'ai pas été prise. Et je me suis dit, bah, je vais faire fac de droit, comme ça va m'ouvrir les portes. Mais vraiment dans l'idée de repartir, repasser le concours d'entrée à l'IUT de journalisme. Et puis, bah, j'ai eu ma première année. Donc j'ai dit bon bah je continue, les matières plus ça allait, plus les matières me plaisaient. Donc en fait ça s'est fait un peu par hasard et puis le notariat bah, parce que en 3e ou 4e année à l'époque fallait choisir droit privé, droit public et que les matières de droit privé qui étaient relatives à la famille me plaisaient. Que j'ai eu la chance aussi de rencontrer un notaire qui est devenu mon mentor aussi bien pendant ma vie juridique que pendant ma vie d'agricultrice maintenant et bah, qui a pris du temps, qui a pris un jour, je suis allée le voir, il a passé 2 heures dans son bureau à m'expliquer le métier d'un notaire, ce qu'il faisait, les relations privilégiées avec ses clients. Et ça a été ça vraiment, je pense, le déclic qui a fait que j'ai continué dans cette voie-là. Et ça te plaisait? Oui, oui, oui. Alors ça me plaisait vraiment parce que, alors déjà les études de droit m'ont plu parce que c'est vachement intéressant en fait, on touche à tout. Parce que j'étais très dans l'état d'esprit fac. Moi en fait, j'étais malheureuse au lycée, c'était voilà, avoir un devoir tel jour à telle heure. Enfin, ça, c'était vraiment pas mon truc. Je me suis éclatée qu'en partir de la terminale parce que j'étais en littéraire et que je faisais ce que j'aimais. Mais la fac, ça m'a vraiment plu. On bosse à son rythme, on fait ce qu'on veut. Moi, j'étais passionnée d'équitation à l'époque. Je montais toujours à cheval. J'ai eu mes examens du premier coup parce que j'étais un peu feignante et que je voulais surtout pas faire en 2 ans ce que je pouvais faire en un. Donc, je bossais suffisamment pour être tranquille et être en vacances le plus tôt possible et pas aller au rattrapage. Et puis, bah voilà, ça s'est fait progressivement. Mais oui, oui, mes études de droit et même mon métier de notaire et encore plus après à l'école m'ont passionnée, ouais. C'est vrai que dans les études de droit, je trouve qu'il y a une grande liberté. Et après, je trouve que quand on termine les études et qu'on doit rentrer dans le monde professionnel, ça fait un petit choc. Parce que quand je repense à mes études, je me dis, ah, c'est vrai, c'était sympa, c'était intéressant, je pouvais travailler de Ouais. chez moi. On travaille à son rythme. Il y a que le résultat qui compte, hein. On est très autonome dans notre boulot. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit en plus. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, moi, mes années de fac, c'est mes plus belles années, hein. Et tes parents étaient dans le domaine du droit ou pas du tout? Ah, pas du tout, pas du tout, du tout. Mon père était agent commercial et maman travaillait dans les bureaux à l'hôpital. Donc non, non, pas du tout, hein. Je suis vraiment tombée dedans totalement par hasard. Et t'avais été poussée comme ça à faire de grandes études? C'était quoi un peu ta motivation? Parce que notaire, c'est quand même pas mal de diplômes. Ouais, alors en fait, l'idée surtout, en fait, à l'époque, j'étais passionnée d'équitation, je le suis encore aujourd'hui, mais je monte moins. Et en fait, je m'étais dit de façon, je vais être très opportuniste, de me dire, quitte à faire un job bien payé où je puisse m'organiser, être mon patron. J'avais déjà cette volonté, par contre, d'être mon propre patron, ça c'est clair, et d'avoir un peu de sous pour pouvoir me faire plaisir et monter à cheval. Ça a été vraiment un truc qui était pour moi, qui avait été motivant. Tu voulais avoir assez de temps libre pour ta passion? Ouais, c'est clair. Après, je suis pas sûre que l'idée était la bonne parce que du temps libre dans ces professions-là, en fait, on n'en a pas tant que ça. Bien sûr qu'on est maître de son emploi du temps, mais c'est le client qui décide et on est des passages incontournables et incontournés de plein de milieux, ce qui fait qu'à un moment, de toute façon, il faut être vachement présent. Donc, je pense qu'au niveau temps, c'était pas ce que j'avais le mieux vu. Par contre, c'est vrai que bah voilà, financièrement, ça me permettait d'être à l'aise et de pouvoir bah, de monter à cheval et de partir. Mais en gros, je partais en concours les week-ends, mais j'en faisais pas plus que ça la semaine. Et donc, tu as fait ça pendant 20 ans quand même? En quoi consistait la majorité de ton activité? Est-ce que c'est, l'achat de maison, les héritages? C'est un peu les clichés des notaires, je vais dire, mais Ouais, ouais, mais t'as raison. Donc j'ai été installée, en fait, l'avantage c'est que j'ai fait quasiment tous les métiers de la profession. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas diplômé notaire, on fait le boulot d'un clerc, où on apprend tout et c'est la base. Et je pense qu'on peut pas être un bon notaire si on n'a pas avant eu les mains dans le cambouis et si on sait pas faire un acte, ça va être compliqué quand même de voir si tout y est. Donc j'ai fait ça. Ensuite, bah, quand on est diplômé notaire, on est notaire assistant. Ensuite, j'ai été notaire associé. Et en fait, ouais, alors moi j'étais dans une étude de campagne qui me convenait totalement parce que c'est une relation particulière avec les clients et on est surtout dans du notariat classique. Moi, tout ce qui est vente en l'état futur d'achèvement, enfin tous ces termes barbares, c'est pas, enfin voilà, c'est pas tellement, je trouve, c'est pas mon truc, même si ça fait partie du métier, mais j'avais, ouais, on va dire 80% de l'activité qui était entre le droit de la famille et le droit de l'immobilier, quoi. Et puis après, un peu de droit rural parce que j'étais en campagne et puis parce que j'aimais ça. Donc oui, c'était du notariat classique, classique de campagne. et alors comment ça a évolué? Parce que donc j'imagine qu'au fur et à mesure, tu as dû te dire: «Bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire toute ma vie». Ça a été quoi un peu, ton cheminement?
Ouais, il y a eu ça. Il y a eu de se dire, «Waouh, je me vois pas faire ça tout le temps». C'était marrant, en fait, je crois que je m'étais prouvé que je pouvais y arriver. C'est bizarre, hein? Je m'étais prouvé que je pouvais y arriver, j'avais peut-être prouvé aux autres aussi que je pouvais y arriver et en fait, j'avais un petit sentiment, enfin, en fait, c'est pas pourquoi je suis devenue éleveuse, c'était plutôt pourquoi je suis devenue notaire. C'était pas une vocation au départ, même si je regrette rien, hein, parce que intellectuellement, humainement, c'est passionnant parce que ça formate aussi. Aujourd'hui, dans le quotidien de l'élevage, dans la rigueur administrative, bah, mon passé m'aide vachement. Mais ouais, je crois qu'à un moment, je me serais ennuyée. C'est peut-être pas bien dit, mais T'avais fait le tour, quoi. ouais, il m'aurait manqué quelque chose, ça c'est sûr. Non, ce qui était sympa, c'est qu'en fait, après avoir été notaire associé, et là où je me suis éclatée totalement, c'est que j'ai été pendant 10 ans directrice de l'école de notariat de Tours. Et ça, c'était génial. Là, j'avais le job de directrice. Moi, j'intervenais, je donnais des cours auprès des étudiants et j'ai monté tout ce qui était la formation continue des notaires. Alors là, ça a été mes plus belles années dans la profession. C'était vraiment passionnant. Ouais, c'est top de d'écrire à des profs de droit dont on a bouquiné les livres pendant des années et de leur demander de vous faire un plan pour une intervention et quand ils vous l'envoient en vous demandant ce que vous en pensez, bon, c'est chouette quoi. C'est un côté. Donc ouais, l'école a été un moment. C'est pour ça que je dis que j'ai quasiment tout fait dans le notariat. C'est-à-dire que voilà, j'ai été aussi bien devant que derrière à la production d'actes, à la réception et ensuite à la formation. Et la formation, c'est un truc qui est vraiment génial. Donc après, t'avais un peu essayé tous les métiers de notaire et tu Et t'es là, dit, je me suis dit, je reviens aux poules. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, ça a été. Alors, j'étais de toute façon fermière dans l'âme. Ça, c'était évident. Moi, j'ai toujours été élevée. J'avais des parents maraîchers d'un côté et puis des parents fermiers de l'autre. Moi, c'est mes plus belles vacances, hein. Ma grand-mère se levait tôt le matin. Je me levais en même temps qu'elle. J'avais tellement peur qu'elle aille nourrir les poules avant moi que non, je voulais me lever en même temps. Et ça, c'était vraiment génial. Donc, en fait, c'est pas un métier que j'ai découvert. Enfin, c'est pas un milieu que j'ai découvert. Pas du tout. Mes grands-parents maraîchers, je les ai vus bosser dans le jardin de 6 heures du mat à 20 heures le soir, partir sur les marchés. Donc, ouais, je j'ai pas de surprise sur le métier. Et puis ensuite, en fait, l'idée, c'était surtout, bah, j'ai commencé en élevant, moi, à titre amateur, des poulettes. Donc, c'est des amis qui m'ont offert un bouquin avec plein de races de poules. J'ai commencé à mettre dedans. Et puis, comme je suis curieuse, bah, la curiosité a pris le dessus. Et puis, j'ai élevé à titre amateur pendant une dizaine d'années. pour revenir quand tu disais que tu t'étais prouvé que tu pouvais le faire, et c'est rigolo parce que quand même 20 ans pour se prouver, ça a été long quand même. Oui, ah ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, je crois que j'avais la trouille, déjà. Tu savais, mais t'avais peur, quoi. Voilà, je savais au fond de moi que si je... Parce que cette idée-là, en fait, ça fait 15 ans que je l'ai, de faire de l'élevage. Mais bah, déjà, il y avait bah, le côté financier, hein, de se dire, attends, je sais pas où je vais, je suis toute seule, hein, donc il faut que ça tourne. Peut-être des non-dits de dire, oh là là, personne va comprendre. Ça, c'est possible. Ce qui s'est passé au moment vraiment de la reconversion, mais je crois que j'avais passé le cap et il y a un moment, bah, j'en avais plus rien à faire. Et puis, enfin, j'étais dans le moule. Il y a un petit côté très, bah voilà, je suis notaire, j'ai fait mes études, j'ai mon diplôme, machin, bah je peux pas faire autre chose, quoi. Je te pose la question parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont dans le milieu juridique, donc ils ressentent tout ça. Et puis peut-être que tout simplement, j'étais pas prête. En fait, souvent on me demande, mais tu regrettes pas de pas l'avoir fait 15 ans plus tôt? Alors ça, je l'ai lu tout de suite parce que je me dis ça sert à rien de regretter. Et en même temps, je pense que si je l'ai pas fait au moment, bah il y avait peut-être au fond de moi des bonnes raisons. J'étais peut-être pas prête pour accepter ce changement parce qu'on passe du tout au tout, hein. J'accorde pas, enfin je m'en fous qu'on m'appelle maître, pas maître, je m'en fous totalement. Mais je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'était pas concevable, quoi. En gros, mes parents m'avaient payé 8 ans d'études. Tu continues, tu. Et puis on était peut-être aussi dans un moment où t'es pas forcément bien dans ton job, mais on s'en fout, quoi. Tu y es. Tu y es, puis tu vas quand même pas te plaindre en plus parce que tu fais ce genre de métier, quoi. Et puis surtout quand tu gagnes bien ta vie, il y a un Ben voilà. côté, tu vas pas cracher sur la soupe un peu. Ouais, exactement. Et moi, je crache pas sur la soupe. Je regrette pas mes années de notariat. Simplement, c'était pas moi. Et donc ça faisait combien de temps à peu près que tu t'es lancée dans l'élevage de poules amateur? Amateur, ça faisait, on va dire, une 10, 12 ans. Ah oui, quand même. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que ma reconversion, entre guillemets, elle a été simple parce que je suis pas partie dans l'inconnu. J'avais acquis cette expérience d'éleveur amateur où je faisais des expos, où je commençais à voir un peu la philosophie de ce qui m'animait. Voilà, ça, c'était assez facile. Après, très sincèrement, en fait, j'ai franchi le cap parce que l'école où j'étais a fermé et qu'elle est partie à Poitiers et qu'en fait, le dilemme, c'était
soit je pars à Poitiers, mais ça voulait dire vendre ma ferme avec mes 3 hectares, ferme que j'avais achetée avec cette petite idée-là derrière la tête. Donc, c'était le support de l'élevage amateur, mais les 3 hectares se prêtaient tout à fait à la transformation en élevage pro. Et en fait, un jour, l'école a fermé et voilà, c'était est-ce que je pars à Poitiers? Mais ce qui voulait dire j'arrête, parce que j'aurais fait l'aller-retour au début, mais à terme, c'était pas jouable. Alors, je ne l'ai pas forcément bien vécu, mais avec du recul, c'est le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. Ouais, c'est le signe du destin, ouais. Ah ouais, mais aujourd'hui, mais mille merci, quoi. Même si je ne l'ai pas bien vécu aujourd'hui. Et je pense que je serais partie ou l'école serait restée à Tours, mais j'y serais encore parce que je m'éclatais dans ce que je faisais. Mais avec peut-être un petit goût d'inachevé. Et alors en plus, ce qui est dingue, c'est que toi, tu t'es lancée en janvier 2020, donc juste avant le Covid. Ah ouais, alors ça. Donc en fait, j'ai quand même passé un diplôme agricole parce que je trouvais ça important. Parce que moi, quand j'étais à l'école, on avait une formation de comptable taxateur pour les études les offices de notaire. Et j'avais beaucoup de gens en reconversion. Et j'étais vachement admirative de ces gens qui, à 35, 40 ans, étaient capables de revenir s'asseoir un an sur les bancs de l'école pour apprendre un nouveau métier, qui étaient capables de se remettre en question. J'avais un côté où je les trouvais, enfin, chapeau, quoi. Et puis c'était en plus, forcément, c'était des gens super matures, donc c'était des cours, c'était passionnant, les cours que je donnais avec eux. Enfin, c'était vraiment des bons moments. Et à un moment, je me suis dit, il n'y a pas de raison, quoi. Enfin, ok, je veux faire autre chose, mais il faut que je me forme. Puis je suis curieuse, intellectuellement, je suis curieuse. Donc, juste à côté de chez moi, à Fondette, il y a un lycée agricole où on a un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc c'était un an de formation. Donc j'ai passé mon brevet que j'ai eu. Donc je suis agricultrice. Félicitations. Merci, j'y tiens, mon diplôme. Et ensuite, donc j'ai été diplômée en fin 2019 et j'ai créé l'élevage en janvier 2020. C'est enfin le saut dans le grand vide, dans le grand bas. On se dit, bon, allez, ça y est, on y va, on se lance, on verra bien. Et c'est vrai que ce moment-là, de se dire, bon, là, j'y vais, maintenant, il faut que ça roule. Et 3 mois après, j'ai eu mon article de journal, j'ai créé le 6 janvier, et j'ai eu l'article sur notre journal local de création le jour du confinement. Donc, je suis partie en courant quand on m'a dit ton article est sorti. Je suis partie en courant avant midi à la librairie du coin pour essayer de récupérer un exemplaire de la Nouvelle République. Et après, c'était rideau. Et en fait, où j'ai eu de la chance, moi, j'ai vraiment eu du pot, c'est que les volailles ont été considérées comme un bien de première nécessité. Donc, en fait, j'ai pu vendre tout de suite. Vraiment, j'ai eu du pot sur ça. C'est vrai qu'en plus, à ce moment-là, j'ai eu de la demande parce que les gens étaient chez eux, vivaient chez eux, avaient besoin voulaient des volailles, commençaient à réfléchir à l'autonomie alimentaire et tout. Donc, finalement, pour moi, ça n'a pas été une cata. Alors comment ça se passe? Tu vends les poules aussi? Voilà, donc moi, en fait, vraiment l'élevage, la philosophie de l'élevage, c'était de créer un élevage de volailles d'ornement et de races anciennes et de vendre ces volailles vivantes à des particuliers qui soient des gens qui veulent juste 3 poules dans leur jardin, à des éleveurs qui veulent des sujets un peu plus de qualité pour faire des expos ou renouveler du sang. C'est de mettre des poulaillers dans les maisons de retraite, dans les entreprises, dans les écoles. Et puis surtout de sensibiliser à la biodiversité. En fait, j'essaie vraiment d'avoir des poules rares. Alors, des poules françaises, mais des poules de race étrangère également. Mais pour vraiment montrer qu'aujourd'hui, la biodiversité, elle commence devant chez nous, quoi. Et tu vends aussi des œufs ou c'est que des Non, poules? je vends que des poules. Les œufs, en fait, je les mets en couveuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mes reproducteurs qui sont rangés par race et par couleur. Je ramasse les œufs, je mets en couveuse, je fais grandir. Et quand les poulettes sont sexables, c'est-à-dire que quand je peux savoir si c'est coq ou poule, je les vends. Donc, je les vends autour de 3 mois, quoi. Ah oui, ok. Et c'est facile de se lancer en tant qu'amateur? Ah oui, en tant qu'amateur, c'est facile parce que, alors après, il faut se faire l'œil, hein, mais c'est comme, enfin, soit en tant qu'amateur pour avoir 3 poules dans son jardin, alors là, c'est super facile parce que des poulettes, on en trouve partout. Après, moi, l'idée, c'est vraiment, dans l'élevage pro, c'est de garder aussi la pureté des souches. Donc, en fait, je fais beaucoup d'expositions où j'ai des juges qui regardent si les poules que j'élève restent conformes aux standards. Je me dis, quitte à sauvegarder et quitte à élever des races, autant les élever les plus proches du standard. Enfin, élever bien. Si c'est pour élever une poule géline qui ressemble plus à une poule géline, ça sert à rien. Donc oui, c'est facile. Simplement, c'est beaucoup de temps de sélection. Et puis c'est l'œil en fait. C'est bouquiner, aller en expo, regarder les conseils des juges. Après les expos, on a des petits cartons où chaque poule est détaillée et notée avec les bons critères et tout. C'est aussi les étudier, de se dire tiens, ça c'est peut-être pas top, mais je peux peut-être le compenser avec ce coq qui a cette qualité-là. Donc c'est un travail sans fin, hein. Oui, c'est comme les chiens de race en fait. Exactement pareil. Ouais, ouais. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que c'est de récupérer des races rares. J'ai quelques races où on est 2 ou 3 éleveurs en France.
Et là, je trouve que je fais pleinement ce que j'aime et la philosophie de l'élevage, quoi. Et une poule rare alors, ça vaut combien? Alors entre les poules rares, pour moi, à la maison, elles sont autour de entre 40 et 60 euros. Ah oui, on part pas sur des prix, Non. Non, non, il y a une période où on avait des poules, les Semani, qui sont des poules intégralement noires, qui venaient d'Indonésie, qui étaient à plus de 500 ou 600 euros la poule. Non, non, moi, sur mes races rares, déjà 60 euros, c'est déjà pas mal, quoi. Non, je demandais pour si c'est facile pour, si les auditeurs voulaient se lancer à acheter une poule, c'est facile d'en avoir dans son jardin, Ah oui, deux poules, pour deux poules, il y en a pour aller, on va dire 60-70 euros. Si je mets de côté la poule pondeuse classique, mais si on veut des poules de race et puis sauvegarder chacun un peu à sa façon, non, non, c'est abordable. Il en faut deux minimum et puis c'est parti, quoi. Alors, je reviens un peu en arrière, mais donc tu disais que quand tu avais acheté la ferme sur plusieurs hectares, tu t'étais déjà dit: «Bon, plus tard, je vais pouvoir me lancer». Comment tu avais eu un peu ce projet? Qu'est-ce que tu imaginais à ce moment-là? En fait, c'est ce qui est fou, c'est que ce côté de fermière, je crois que je l'ai toujours eu au fond de moi. Et cette ferme, 3 hectares, ça me permettait de ramener ma jument. Donc, j'ai ma jument qui a 28 ans, que j'ai depuis qu'elle a 4 ans. Enfin, c'était presque pour moi un aboutissement de vie, quoi. Je vivais au milieu de mes animaux avec bah voilà, ma jument, mon chien, mon chat, mes chèvres, mes poules. J'ai un point d'eau. Donc, et c'était quand je rentre à la maison et que je suis avec mes animaux, mais j'ai un sentiment d'apaisement et de plénitude, c'est peut-être beaucoup, mais de sérénité qui est complètement dingue, quoi. Et c'est aussi ça qui m'a fait prendre conscience quand il a été question que je parte à Poitiers, que je suis arrivée chez moi le soir et je me suis dit, si je pars, je quitte tout ça. Mais j'ai eu un moment en me disant, mais ça m'a pris aux tripes, en me disant, c'est pas possible, je peux pas. Et alors, c'est rigolo parce que, on a eu d'autres comme ça, invités dans le podcast qui finalement, revenaient un peu au métier de leurs grands-parents. Tu vois? Un petit C'est peu comme drôle. toi Ouais. où, les grands-parents faisaient des métiers, plus proches comme ça, De la de la terre, de la terre nature, ou ouais. même dans d'autres pays. On a eu récemment, Ah ouais. une invitée qui était, d'origine libanaise. Après, ses parents avaient déménagé en France et elle est retournée au Liban et c'est marrant parce que, ça va à contre-courant. Tu vois? Les parents, ils se disent: «Bon, voilà, je vais faire quelque chose de, voilà, la ville, plus d'études» et puis finalement les petits-enfants, ils retournent un peu au métier des grands-parents. Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Moi, je trouve ça assez génial. Je crois que je le dois à mes grands-parents, ça c'est sûr. Parce que petite, enfin déjà à 4-5 ans, je partais. Alors d'un côté, mes grands-parents paternels qui faisaient les marchés, bah, je partais avec eux sur les marchés. J'adorais ça. Je vendais mes petites tomates, je faisais mes petits bouquets de persil et tout. Et puis comme je disais tout à l'heure, mes grands-parents maternels qui avaient une ferme, mais c'était, enfin moi, c'était mes plus belles vacances, quoi. Vraiment, je crois que je suis revenue. Je pense qu'il y a peut-être que moi qui n'ai pas voulu le voir avant, mais c'était écrit. Enfin, je pense que et j'ai une telle qualité de vie aujourd'hui quand je mets mes bottes, c'est vachement de chance. Ouais, tu es là où tu dois être. Ah ouais, c'est évident. Ouais, ouais. Alors, je dis pas pour autant que c'est facile tous les jours, hein. C'est un vrai changement de vie à tout niveau, changement de niveau déjà, financier, changement de niveau social. Ça, c'est un truc auquel j'avais absolument pas pensé, mais il y a des gens qui vous aiment bien quand vous êtes maître, qui vous aiment beaucoup moins quand vous êtes poulaillère, parce que ça, j'ai eu droit à poulaillère quand même. Alors attention, hein, qu'on se méprenne pas, je suis ravie d'être une poulaillère. Simplement, j'avais la naïveté de penser que mes proches seraient contents pour moi. À partir du moment où j'étais heureuse, que mes proches seraient heureux pour moi. Bon, ben, ça marche pas forcément comme ça. Bon, bah voilà, on apprend à ses dépens. Je crois que c'est le seul truc que j'avais pas envisagé dans la reconversion. Et tes parents et comment ils l'ont pris? Pas forcément très bien au début. Puis je pense un peu d'inquiétude, mais ça, c'est des parents, je peux pas leur en vouloir. Mais c'est ce qu'on disait, en fait, qui comprenaient pas. Bah voilà, t'as fait 8 ans d'études, t'as un métier où tu gagnes bien ta vie, point barre. Ouais, mais la qualité de vie, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être un peu galvaudé, mais la qualité de vie, ça a pas de prix, hein. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, à n'importe quel âge, ils comprennent pas, hein, parce que, on peut se dire que quand on est jeune, bon, voilà, les parents vont peut-être pas forcément comprendre parce qu'ils se disent: «Bon, ils sont jeunes, ils sont malléables», mais après, 20 ans, Non, non, c'est pareil. Alors, je pense qu'il y a des inquiétudes et tout, mais il y a des moments, c'est un soutien qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas forcément. Et ça, mon frère a été super. Bon, depuis le début, il est extra, il me soutient et tout, mais ouais, c'est compliqué. Et puis, quand vos proches vous disent, ouais, bah voilà, maintenant t'es qu'une poulaillère, j'ai pas la force de te soutenir. On finit aussi par se dire, mais est-ce qu'ils ont pas raison finalement? Est-ce que je vais pas me casser la margoulette? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable d'assumer tout ça? Enfin, ouais, il y a des moments où
Alors, ils projettent peut-être leur peur, hein, mais il ferait mieux de la garder de temps en temps, ce serait sympa. Et comment ça a été pris au travail, tes confrères, Je pense que j'ai dû passer pour une illuminée un peu. Ouais, c'est-à-dire elle a pété un plomb? Ouais, elle a pété un plomb, c'est pas possible. Après, mes amis de la profession, enfin mes copines ou mes copains, eux n'étaient absolument pas surpris. N'étaient absolument pas surpris et de mon changement de vie et du fait qu'on puisse avoir besoin de revenir à des choses plus terre à terre. Non, non, c'est assez drôle. C'est assez drôle de voir ou des gens qui comprenaient pas et qui maintenant me suivent ou c'est assez drôle. Et quel conseil tu donnerais aux auditeurs justement qui auraient peur de passer le cap, par rapport aux réactions de l'entourage? Je crois qu'à partir du moment où on y a pensé, où on l'a envisagé, le plus dur est fait. C'est-à-dire que moi, je me suis fait cueillir parce que c'est vraiment le truc auquel j'avais pas pensé. J'avais cette naïveté de dire, oh, bah, si je vais être heureuse, alors les gens vont être heureux pour moi. Non, non, je pense qu'il y a un moment. Alors après, c'est facile, hein, moi, c'est aussi facile à dire pour moi dans la mesure où j'emmenais personne dans ma potentielle galère. C'est-à-dire que je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants. À la rigueur, je me plante, je me plante. C'est plus difficile quand on a un conjoint, des enfants et que voilà et qu'on n'est pas tout seul à faire prendre un risque à la famille ou à la cellule familiale. Mais j'ai encore la naïveté de penser que attends, mais si on est juste dans ce qu'on fait et dans ses envies, il y a un moment, les gens ne peuvent que comprendre. Être malheureux au boulot aujourd'hui, c'est pas possible. Je pense qu'il faut aussi un peu laisser du temps, où je pense que finalement l'entourage finit par s'y faire, quand il voit que c'est définitif. Oui, puis qu'ils voient que c'est vos tripes, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Alors moi, c'est pareil, hein, j'avais la chance de savoir ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire et je l'avais déjà fait à titre amateur. Donc en fait, je n'avais qu'à passer du statut d'amateur à professionnel. Ok, c'est la marche au-dessus, mais sur la base, je savais. Donc c'était plus facile. Après, je peux comprendre que quand on se pose la question, quand on ne sait pas où on veut aller, mais qu'on sait qu'on est mal où on est, c'est compliqué. Ou quand on sait où on veut aller, mais qu'on n'en a jamais fait. Enfin, par exemple, voilà, j'aurais voulu élever des poules du jour au lendemain pro. Je pense que j'y serais pas arrivée. Donc c'est ça ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir l'idée, je dis pas la bonne idée, l'idée qui nous convienne, et puis ensuite être capable, soit de se former, soit de prendre le temps. Enfin, et ça fait partie aussi des choses qui vont aider à l'acceptation des autres, je pense. Oui, oui, de voir que c'est un chemin. Voilà, c'est un chemin, que c'est pas qu'une lubie, que ok, on est conscient des risques que l'on prend, ouais. Et comment tu as choisi les poules, par rapport aux chevaux, par exemple? Parce que déjà, c'est quand même vachement plus facile à entretenir. C'est-à-dire que là, je dois avoir 300-400 poules. J'aurai jamais 300 ou 400 chevaux. Parce que, en fait, faire de l'élevage de chevaux, c'est assurer les poulinages, c'est assurer tous ces moments-là. Et c'est des moments, quand ça se passe bien, c'est génial. Mais quand ça se passe pas bien, c'est tellement flippant que je crois que je n'aurais été malade à chaque poulinage. Donc, non, c'était trop lourd pour moi. Et je pense que c'était aussi trop lourd pour quelqu'un tout seul. Et puis, si j'avais vraiment voulu monter un élevage de chevaux, c'est pas 3 hectares qui m'auraient suffi. L'avantage aujourd'hui, c'est que là, sur mes 3 hectares et mes 500 poules, je suis large si je veux développer. Et alors, comment tu organises ton activité aujourd'hui? Parce que tu fais beaucoup de choses, assez différentes. Si tu peux nous présenter un peu, toutes tes casquettes? Ouais, il y a la partie élevage proprement dite, donc où voilà, je ramasse mes œufs, je mets en couveuse, et ensuite je reçois les clients à l'élevage pour venir chercher les poulettes. J'ai beaucoup de conseils parce que je trouve que c'est important. C'est un animal, il a rien demandé, donc le bien-être animal c'est quand même essentiel. Donc et si les animaux sont bien, les gens qui les ont adoptés seront bien aussi. Donc je suis vraiment super dispo parce que je trouve que c'est important de pas laisser partir les gens comme ça. Alors ceux qui connaissent, il y a pas de souci, mais j'ai cette partie-là. Donc j'installe aussi tout ce qui est poulailler en maison de retraite, dans les entreprises, dans les écoles. Donc j'installe poulailler plus des poulettes. Et juste pour tes clients, c'est qui à peu près? J'ai du mal à me représenter parce que qui achète autant de poules, en fait? On va dire 80% de particuliers. Pour leur jardin, quoi? Enfin, c'est, Ouais, voilà, qui veulent des œufs. Alors j'ai vraiment de tout même. Soit qui veulent des œufs, soit qui veulent des jolies poulettes et accessoirement des œufs, soit qui sont sensibles à la biodiversité et au développement durable, parce qu'en plus les poules, une poule ça mange 150 kilos de déchets par an. Donc à l'époque du compostage obligatoire et tout, c'est un bon allié au compostage. Donc ça permet en fait d'allier les deux. Soit alors ce que je disais tout à l'heure, soit des amateurs éclairés qui viennent vers moi parce que comme je fais de la sélection, qui veulent des races un peu ou originales ou des beaux sujets. Et puis quelques éleveurs aussi qui veulent ramener du sang nouveau. Donc ça c'est la grande majorité de ma clientèle. Après, je dois entre 15 et 20%, c'est donc tout ce qui est poulailler d'entreprise, école, maison de retraite,
ou dans les parcs communaux, des choses comme ça. Là, l'idée, c'est de fournir un package poulailler et poules, et éventuellement de faire des animations autour de ça. Donc ça, c'est génial, enfin, d'intervenir en maison de retraite. J'installe le poulailler, parce que j'ai fait un super projet où on a, en fait, j'ai fourni le poulailler dans une maison de retraite, mais ce sont des enfants d'une maison familiale qui sont venus le monter avec les résidents. Trop sympa. Ouais, intergénérationnel, génial. Après, j'ai amené les poules et après, une fois par mois, je fais un petit atelier. Donc, sur les œufs, sur les poules, c'est génial. Et puis, l'animatrice de la maison de retraite, enfin de la résidence, en fait, s'organise avec les résidents. Il y en a un qui est chargé de vérifier le niveau des grains, il y en a un qui est chargé de récupérer les restes de table pour la cantine. Donc, en plus, c'est vraiment inclus dans la vie de la résidence et ça, je trouve ça génial. Ouais, ça c'est super riche. Dans les écoles, c'est pareil, il y a des projets pédagogiques à monter avec les instits sur le cycle de l'œuf et tout, donc ça c'est chouette. En entreprise, sur la réduction des déchets et puis mettre un peu de vie en dehors de la boîte. J'ai vu par des essais qu'on a fait, le chef d'entreprise était partant, mais les salariés un peu bof. Et en fait, au final, le poulailler c'est le point de ralliement, quoi. On va fumer c'est pas bien, mais on va au moins boire son café devant le poulailler le matin, où on va voir les poules. Il y a un côté assez fédérateur qui est assez surprenant. Et pour un animal qui est pas très compliqué à s'occuper ni à avoir, quoi. Donc ça, c'est la partie purement liée à l'élevage. On l'a pas dit, mais donc ton élevage, ça s'appelle le Haut-Montmartre. Voilà. Et c'est le lieu-dit, hein. Je suis pas parisienne, mais le lieu-dit s'appelle le Haut-Montmartre. Donc, Ah oui, je me demandais justement, ouais. alors, pour des poules de luxe, le Haut-Montmartre, je trouve ça très, très bien. Et donc, à côté de ça, j'ai fait un livre. Et ça, c'est parti. C'est une super belle aventure. J'ai la chance d'avoir mon frère qui est photographe. Et un soir de Noël, j'ai vu un bouquin qui sortait avec des photos de poules. Mais vraiment, c'est parti sur le ton de la plaisanterie en lui disant, mais c'est pas possible. C'est à nous de faire un bouquin sur les poules, c'est pas possible. Et puis, je dis, moi j'écris, toi tu fais les photos. Il me dit, ok, si tu veux. Et comme je n'ai absolument pas les codes de l'édition, ce qui tombait très très bien, le lendemain, j'ai tapé sur Internet, j'ai pris le nom d'une dizaine de maisons d'édition et j'ai envoyé un mail. Mais alors, bonjour, je m'appelle Manuela, j'élève des poules, je voudrais faire un livre. Mais vraiment comme ça, hein, pas de plan, pas de chapitre rédigé, rien. Et les éditions de Boré m'ont répondu en disant, ok, banco, on y va. Génial. Ça, c'est une super belle aventure déjà parce que c'est avec mon frère et qu'il est vraiment doué, que les photos sont super belles. Et puis, au début, on était parti sur un livre photo et avec Stéphanie Jardy, l'éditrice, elle me dit non, elle me dit, il faut qu'on aille vraiment sur un bouquin qui explique ta philosophie, pourquoi tu as choisi ces races-là, ce qu'on peut faire chacun à notre échelle pour la biodiversité. C'est un livre qui est bourré de conseils et en fait, c'est aussi beaucoup les retours de mes clients, les questions qu'ils se posent. Ça se veut un livre très pratique. Et j'imagine que le côté académique, un peu, ça a dû aussi... Ouais, ça m'a plu énormément. Enfin, j'adore ça. C'est une aventure. Ce qui est fou, c'est qu'en 4 ans de reconversion, j'ai fait des rencontres et j'ai fait des trucs complètement dingues. Ça, c'est là où on se dit qu'on est juste, en fait. C'est aussi se donner la chance d'avoir de telles opportunités, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que dans ma vie d'avant, en plus, le notariat, on a quand même une profession réglementée et tout. J'aurais pas pu faire un bouquin comme ça. J'aurais pas pu faire, voilà, c'est pas mon frère qui aurait fait les photos. Là, l'occasion, elle est complètement dingue. Enfin, de se retrouver tous les deux à faire ce livre. Enfin voilà, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé. Et ça t'a aidé par rapport au jugement des autres, tu vois, de se dire ah, elle a sorti un livre, c'est quelqu'un dans ce domaine-là. Alors, ça m'a aidé. Je vais pas le voir comme ça. Par contre, c'est une petite joie simple. Et si elle peut montrer à certains qui ont pu douter que finalement, mon projet, il était peut-être pas si délirant, que je sais encore ce que je fais et que j'ai des choses à partager, je me dis qu'il est encore super bien ce bouquin. Et puis, troisième activité, en fait, je fais des interventions, alors que ce soit conférences, team building et des ateliers en entreprise, sur en fait, on va dire le pilier environnemental de la démarche RSE à travers les poules pour montrer la biodiversité, pour montrer le développement durable avec la loi dont on parlait, la AGEC qui rentre en vigueur au 1er janvier. Essayer de sensibiliser à tout ça. Je trouve que l'entreprise, c'est un bon terrain parce qu'il y a des entreprises qui ont des cantines, il y a plein de choses à faire. Et j'ai aussi une conférence qui s'intitule « Et si l'entreprise était un poulailler ?» Parce qu'on se rend compte que y a des fonctionnements qui sont un peu similaires et que moi, si je fais pas d'onboarding quand j'intègre une poule dans le poulailler, ça va mal se passer. Donc, il y a peut-être des parallèles à faire avec le monde de l'entreprise.
Super sympa, j'aime bien. Il y a des choses assez flagrantes, en fait. Qu'est-ce que tu as remarqué? Voilà, donc déjà ça, plusieurs coqs qui sont ensemble et qui est le plus, on va dire, dominé, qui va cacher ses attributs. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas se développer en tant que coq. Et quand on va enlever le coq dominant, tout d'un coup, il va prendre la place. Ça peut faire penser à certaines choses. Il y a plein de choses comme ça où, oui, le plafond de verre, s'il y a un coq, les poules, elle sera toujours en dessous du coq. Même si c'est la poule dominante, elle sera toujours en dessous du coq. Ouais, c'est agaçant, hein. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à préparer cette conférence, mais plus je rentre dans le vif du sujet et plus j'ai des trucs qui sont flagrants. Et tu arrives à faire changer les choses entre tes poules? Si je m'y prends bien, oui. Mais ça marche pas à tous les coups, hein. Mais c'est comme dans l'entreprise, hein. Il y a des trucs qui se font pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais ouais, si je m'y prends bien, oui. Mais parfois, je suis la première parce que un soir, je suis un peu pressée ou j'ai pas pensé à ça, à faire une connerie et par exemple, à intégrer une poule sans réfléchir, sans le faire avec les précautions d'usage. Ça se passe mal, bah, c'est bien fait pour moi. Enfin, quelque part, la nature, elle les cache. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est que la nature est cache et moi, je peux vraiment passer beaucoup de temps assise dans l'herbe à les regarder, hein. Mais c'est comme dans toute société, hein. Il y a l'emmerdeuse, il y a celle qui se mêle de tout, il y a celle qu'on n'a absolument rien à faire du groupe et qui va se tenir à l'écart. C'est drôle de les voir vivre. Je trouve ça super intéressant parmi toutes tes activités parce que j'ai remarqué comme ça dans les invités qu'on a reçus, souvent ils ont comme ça un peu deux activités, une activité plus passion avec des particuliers et puis l'autre activité un peu plus tournée vers le monde de l'entreprise. Et puis ça permet aussi bien sûr de mieux gagner sa vie puisqu'en général, Bien voilà. sûr. Et toi, comment tu t'organises un peu? Comment tu répartis ton activité? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Parce que en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quelque chose on peut faire un parallèle avec beaucoup d'activités. Par exemple, j'avais reçu, quelqu'un qui s'était lancé dans le chocolat. Maintenant, elle faisait aussi des team building pour faire son chocolat. Donc c'est vraiment une carte à jouer, je pense, quand on a une passion. Ouais, c'est une vraie carte à jouer. Et justement, tu as raison avec ce terme de passion, en fait. Je trouve que c'est vachement facile de transmettre quand tu es passionné. Et en fait, j'adore l'élevage, hein, j'adore mettre mes bottes, m'occuper de mes animaux, j'adore ça. Mais transmettre, j'y avais goûté avec l'école et à un moment, ça s'est imposé parce que vraiment, au début, j'y avais pas pensé à ça. Et en fait, ça s'est imposé parce qu'il manquait un truc. J'étais épanouie dans ce que je faisais, mais il me manquait un petit truc. Et quand je voyais le temps que je passais avec les clients quand ils viennent à la maison pour leur expliquer, je me dis, mais attends, il y a un truc à faire. Donc là, je suis aussi en train d'essayer de développer des petits ateliers d'une demi-journée sur les poules, le bien-être, voilà. Et je pense enfin, c'est tellement chouette de transmettre ou de sensibiliser quand on est passionné, la moitié du travail est fait, en fait. Et puis, c'est dommage de garder pour soi toutes ces petites observations qui... L'avantage, enfin, je trouve que ce qui est intéressant, moi, avec les poules, c'est que ça marque. Enfin, à la conférence, quand je fais le parallèle sur certains points, le petit coq qui veut être coq, chef à la place du chef, bah, ça fait marrer tout le monde parce qu'on l'a tous plus ou moins vécu à un moment. Et c'est ça ce que je trouve intéressant. Cette façon ludique et marquante de faire réfléchir. Je dis pas que ça fera changer les fonctionnements, mais de temps en temps, ça fera peut-être sourire quand on verra certaines situations au quotidien. Et tu penses à te développer, à faire grandir, peut-être avoir une équipe, pour, tous tes projets? Ouais, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec moi sur la partie élevage, parce que c'est du boulot, parce que si je veux développer tout ce qui est conférence, team building, aujourd'hui c'est un peu chaud d'être partout. Et puis voilà, aujourd'hui l'élevage ça roule, ce qui est formation c'est encore... Parfois aussi, c'est aussi le problème de nos positions un peu particulières, c'est que nous, au fond, on croit à fond à nos trucs, mais que on est parfois peut-être ou un peu en avance ou un peu barré pour certains dans nos projets. Donc aujourd'hui, voilà, moi j'ai encore beaucoup de travail à faire pour développer la formation parce que pour certains, je suis complètement allumée, quoi. Oui, oui, il y a beaucoup d'éducation à faire, Voilà, c'est de la sensibilisation et de montrer que non, concrètement, il se passe des choses et que, ok, c'est la poule comme support, mais comme ça pourrait être autre chose en fait. Et que la poule, c'est drôle parce que c'est un animal que tout le monde peut avoir. Ouais, j'ai du boulot de développement et de sensibilisation en fait. Et alors ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Ah, mon plus grand rêve professionnel, ce serait d'avoir encore peut-être... là, aujourd'hui, à l'élevage, j'ai 3-4 races vraiment rares de poulettes. C'est d'en retrouver peut-être 2-3 pour vraiment mettre ma pierre à l'édifice de ces races qui sont quasiment introuvables, voire introuvables, hein. J'ai 2 races là, c'est une amie qui me les a ramenées, mais il y a une des races, je pense que elle,
elle est au départ la seule à en avoir. Et puis j'adorerais développer la formation pour continuer à rencontrer des gens, à sensibiliser, à... Ouais, je m'éclate, j'ai une chance inouïe aujourd'hui, mais j'aimerais le partager encore plus. Et ouais, j'ai l'impression un petit peu que tu es un peu libérée aussi de pouvoir dire ce que tu penses peut-être, parce que quand on est notaire, on peut pas forcément faire ce type de réflexion, Ouais, mais vraiment une fois encore, hein, c'est un métier que j'ai adoré, intellectuellement, humainement, c'est un super beau métier parce que on est là pour les gens à des moments super importants de la vie. Donc c'est touchant quand les gens vous font confiance en moment de décès, des divorces. Enfin, on a des situations qui sont compliquées et je peux pas dire qu'on en sort intact tout le temps, hein. Il y a des dossiers dont on se souvient longtemps, hein. Ouais, mais je crois que voilà, je me sens tellement aujourd'hui juste dans ce que je fais. Enfin, puis la nature, ça, c'est quelque chose qui reste de merveilleux. C'est-à-dire que, enfin, enfin, c'est la nature qui décide une fois encore. Donc là, ces deux races rares, elles ne pondent pas encore. Tous les jours, je vais voir en leur demandant quand est-ce qu'elles vont pondre. Et ben, la nature me rappelle que bah, c'est bien. C'est pas nous qui décidons. Et je trouve que ça remet bien les pendules à l'heure aussi, hein. À cette époque d'immédiateté, on commande un truc sur Amazon, on l'a le lendemain. Ah bah non, là, ça marche pas comme ça. et comment ça s'est passé aussi le côté, travail physique pour toi? Parce que quand on passe d'un métier de bureau comme ça, où on est assis toute la journée à après on est tout le temps debout, Ça, oui, tu as raison, c'est un truc. Alors, c'est pareil, ça fait partie des trucs auxquels j'avais pas tellement pensé, dans la mesure où, en tant que cavalière, j'avais mes seaux tout le temps, la jument à la maison, je travaillais des bottes de paille, donc ça me paraissait pas. Pour moi, c'était pas un sujet. Et mine de rien, à 50 ans, trimballer des seaux et tout, ça, c'est aussi un truc auquel je n'avais pas pensé. Donc, je reconnais qu'aujourd'hui, j'essaie de m'organiser, d'être assez fonctionnelle. J'ai récupéré, c'est très drôle, la boucle est bouclée, une vieille chariote de ma grand-mère dans laquelle elle m'emmenait quand j'étais haute comme trois pommes ramasser de l'herbe pour les lapins. C'est ce qui me sert à porter mes seaux. Bah ouais, parce qu'avant, porter les seaux à bout de bras, je commence à avoir des tendinites et tout. Je pense qu'il y a, voilà, ça fait partie par contre sur une reconversion de choses à envisager et que j'avais pas forcément pensé dans la mesure où je me dis ouais, c'est bon, j'ai déjà porté un seau, ça va. Mais entre en porter un le matin et un le soir et en porter 10 le matin et refaire un tour le soir, c'est pas la même histoire quand même. Voilà, après moi je suis pas super équipée non plus parce que l'élevage reste à taille humaine, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'à terme j'aurais peut-être aussi besoin de quelqu'un pour me filer un coup de main sur des trucs un peu plus physiques. ouais, tu t'organises, Ouais, je m'organise. Ouais. Bon, ça va, j'ai des bons copains, donc quand j'ai vraiment besoin d'un coup de main parce que j'en peux plus, ils viennent me filer un coup de main et heureusement qu'ils sont là, ouais. et quels conseils tu donnerais aux auditeurs qui sont en libéral, comme tu l'étais pour se reconvertir et financer sa reconversion quand on n'a pas le chômage? Alors moi, j'ai eu du pot parce que c'était une rupture conventionnelle, donc je suis partie avec un petit peu de sous. Je pense qu'il faut l'anticiper. Ouais, après, ça peut être aussi essayer. Bon, on a quand même, même en libéral, on cotise sur des fonds de formation, donc c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment pas brûler les étapes. C'est clair, c'est de dire du jour au lendemain, j'arrête tout, je me lance. C'est quand même long la vie d'une entreprise avant qu'elle commence à gagner sa croûte, à être reconnue, à être connue. C'est beaucoup d'énergie. Donc, ouais, il faut essayer d'avoir 1 ou 2 ans devant soi pour essayer, voilà, d'avoir un peu de sérénité au départ. Parce qu'il y a des boîtes hein, qui décollent du jour au lendemain. Hein, c'est génial, mais c'est pas la majorité non plus. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'anticipe. Je pense par contre, moi je me suis rendu compte, j'ai pas emprunté beaucoup, mais j'ai emprunté. Les banques ont été très regardantes et ont bien aimé le fait que je passe un diplôme agricole. Même si j'en avais pas besoin sur le papier pour faire ce que je voulais faire, j'avais pas besoin de ça. Mais je pense que c'est aussi une preuve de maturation du projet, de se dire je me donne les moyens et je suis vraiment motivée. D'investissement, ouais. D'investissement. Et autre chose aussi, c'est vrai que ça, je m'en étais pas rendu compte, mais quand j'ai passé le BPROA, on avait une épreuve de présentation de notre projet avec notamment dans le jury un banquier. Et moi, sur le coup, mais je dis de façon très naïve, bah oui, ça fait 10 ans que j'élève à titre amateur, ça fait 10 ans que j'ai ce projet, je l'ai réfléchi et tout. Et là, c'est pareil, ils m'ont dit, bah ça, c'est un super argument. C'est pas le truc qui vous est venu là il y a 15 jours en disant tiens je vais me lancer. Donc des fois j'ai des demandes de gens qui me disent bah tiens je voudrais élever des poules. Je dis mais vraiment ne passez pas d'une poule dans votre jardin à je vais devenir éleveur de poules pro. Non. Mais quelle que soit l'activité, faites-vous la main avant parce que c'est pareil hein, entre j'arrivais à avoir 2 jobs quand j'avais mes poules à titre amateur et que j'avais mon job à côté. Aujourd'hui, s'il faut que je bosse à côté pour arrondir les fins de mois, je le ferai, mais ça va être sacrément compliqué. Donc ça, c'est aussi des trucs à prendre en compte. C'est-à-dire que le jour où on se lance, bah ouais, il faut avoir un peu. Alors les reins solides, c'est compliqué aujourd'hui, mais d'avoir un petit peu de sous de côté pour
Parce que c'est flippant aussi, forcément, de se lancer. On ne sait pas, hein, on a beau avoir la meilleure idée du monde et avoir fait tout ce qu'on pouvait pour que ça se passe bien. Ouais, faut l'anticiper et je pense que c'est un bon conseil de commencer tant qu'on est dans son ancienne carrière. Je pense. Mais en plus, on peut être déçu. Moi, j'ai cette chance-là. Je pouvais pas l'être parce que j'étais éleveur amateur, donc je le savais, j'ai pas de déception. Mais je sais plus, une fois, j'avais été contactée par quelqu'un qui avait changé de vie et qui était fleuriste et qui tout d'un coup disait: ah, mais moi, j'en peux plus de trimballer mes seaux. C'était pas ce que j'attendais. Me lever à 4 heures du mat pour être à Rungis, c'est pas ce que je voulais. Oui, je le conçois tout à fait, mais en même temps, c'est pas une surprise. Donc après, je pense que c'est ça ce qui est important. C'est déjà peut-être faire des stages, être curieux en fait. Oui, 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 faut déjà essayer avant de tout quitter, en fait. Avant de tout quitter. Et comme on a tellement envie de partir d'où on est et qu'on trouve l'idée tellement géniale, on a vite fait de voir que les côtés positifs. Mais comme dans tout job, quand il pleut tous les matins, là, en ce moment, et que je pars nourrir sous la flotte et que je rentre trempée comme une soupe tous les matins, il y a des moments, je me dis, ouais, c'était bien mon bureau. Mais ça fait partie du deal. Mais ça existe aussi. C'est sûr qu'au printemps, quand il fait beau et que j'ai des poussins qui piaillent, c'est quand même vachement plus sympa que de rentrer trempée et d'avoir les lunettes pleines de buée parce que j'y vois plus rien, quoi. Après, en général, je trouve que quand c'est fait pour soi, même les mauvais côtés, ça passe toujours mieux Mais que... complètement. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais. Ça me fait marrer. Je rentre en râlant, puis en même temps, je me dis, mais la chance que t'as. Ouais, d'être dehors aussi. D'être dehors, au milieu de mes animaux, puis de voir tout le monde vivre ensemble. Enfin, c'est génial. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De m'écouter. C'est un conseil et tiens, c'est drôle, la boucle est bouclée, de revenir au notaire dont je parlais tout à l'heure, qui a été mon mentor. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui m'a toujours suivi, qui a toujours été là pour moi et tout. Et c'est vrai que le jour où j'ai tout plaqué et que on est allé déjeuner et que je lui ai dit, bah voilà, non seulement je plaque tout, mais je vais élever des poules. Et quand cet homme-là, que je vénère, m'a dit, mais c'est génial, je suis content pour vous. Waouh! Et je crois que c'était ce que ça voulait dire. Mais Manuela, vous êtes écoutée, quoi. La vie est trop courte. Enfin, à un moment, aujourd'hui, être malheureux au quotidien, au boulot, c'est pas possible. Mais attention quand même à pas brusquer les étapes. Et puis prendre le temps. Enfin voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a 15 ans, j'aurais peut-être certainement pas été prête pour le faire. Donc pas de regret. Si ça doit arriver, ça se fait, quoi. Ouais, se faire confiance en fait. Ouais, se faire confiance. Ah ouais. C'est facile de dire ça, hein, mais mais oui, c'est vraiment ouais, c'est ça. Se sentir juste, ça a pas de prix. Mais qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais revenir en arrière justement, tu vois, pendant toutes ces années où t'hésitais? Fallait peut-être que je passe par là. Je dirais pas, j'aurais dû arrêter bien plus tôt. Non, ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de mon... J'ai pas de regret là-dessus. Je suis pas sûre qu'il y a 15 ans, j'aurais fait l'élevage avec la philosophie que j'ai aujourd'hui. Et cette philosophie qui fait ma différence et à laquelle je tiens énormément. Oui, j'élève peut-être pas énormément, je brusque pas mes poules, je les mets pas sous lampe pour qu'elles pondent plus. Et peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais été accro au rendement et tout. Ouais, je crois que c'est la philosophie de l'élevage aujourd'hui qui me tient beaucoup à cœur. Oui, il y a un temps pour tout. Ouais, c'est ça. Et j'aurais peut-être pas eu cette patience-là ou cette approche-là il y a quelques années. Ben, un grand merci Manuela pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, c'était super inspirant. Donc, ton élevage s'appelle le Haut-Montmartre. Je mettrai les liens pour les auditeurs. C'est gentil, merci. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Ouais, c'était un très bon moment. J'espère avoir montré que c'est faisable et que ça se réfléchit, mais il faut le faire. Ouais, bon, on n'a qu'une vie. Exactement, voilà, on est bien d'accord. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.